Bienvenue sur Télé Djibouti dans ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. Le président de la République a pris part hier à Kigali à la commémoration du 25e anniversaire du génocide rwandais de 1994. Vous entendrez le président de la République et le chef de la diplomatie djiboutienne dans ce journal. Et en Libye, l'escalade de la violence est telle que l'on redoute désormais une véritable guerre civile. La mission de l'ONU sur place avait lancé un appel urgent à une trêve de 2 jours pour permettre l'évacuation des blessés et des civils. Mais cette trêve n'a pas eu lieu. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République a pris part hier à Kigali à la commémoration du 25e anniversaire du génocide rwandais de 1994 qui coïncide avec le 7 avril de chaque année. La participation de la République de Djibouti à la commémoration de cet anniversaire du génocide s'inscrit dans le cadre de la solidarité de Djibouti avec le peuple rwandais et de sa forte volonté de consolider davantage les liens djibouto-rwandais. Eh bien, comme à l'accoutumée, le président rwandais, Paul Kagame, accompagné de dignitaires civils, des dignitaires invités à donner le coup d'envoi des commémorations en déposant une gerbe de fleurs au mémorial du génocide de Gizozi à Kigali où reposent des milliers de victimes du génocide. Il a été également rendu hommage aux sacrifices qui ont ramené le Rwanda à la vie sur le parcours de la transformation au cours des 25 dernières années. Après avoir observé 1 minute de silence pour le repos des âmes des défunts, le chef de l'État rwandais a ouvert un deuil national de 100 jours en allumant la flamme de l'espoir qui devra y brûler durant les 3 mois et 10 jours qu'a duré le génocide entre avril et juillet 1994, faisant près d'1 million de morts. Les Rwandais se sont donné un nouveau départ. Nous vivons dans un état de commémoration permanente chaque jour dans tout ce que nous faisons afin de se soutenir et rester fidèles à nos choix, a déclaré le président Kagame au début des cérémonies. Paul Kagame a fait observer que la peur et l'incertitude qui régnaient dans le passé au Rwanda ont été remplacées par la réconciliation, l'union et la détermination de travailler ensemble pour transformer le pays. En outre, Kagame a dénoncé l'inaction de la communauté internationale lors des massacres perpétrés avant et durant le génocide de 1994, soulignant que cette tragédie ne peut jamais se reproduire car aucune force ne peut créer aujourd'hui la division entre les Rwandais. Cette cérémonie a été également marquée par des interventions et témoignages d'invités de marque, dont notamment celle du président de la République Ismaël Omar Guelleh, vous l'entendrez, le Premier ministre belge Charles Michel et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Cette cérémonie a été également donc rehaussée par la présence d'éminentes personnalités dont le président du Niger, Mamadou Issoufou, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, et la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. Le génocide de 1994 perpétré contre la minorité ethnique Tutsi par le régime extrémiste des forces armées rwandaises et des miliciens Hutus a commencé au lendemain de l'assassinat du président Juvenal Habyarimana. Les massacres ont pris fin le 4 juillet avec l'entrée à Kigali du Front patriotique rwandais conduit par Paul Kagame qui a mis un terme au massacre et ouvert la voie vers la réconciliation, l'union et la stabilité du pays. Fort des leçons du passé, le Rwanda se présente aujourd'hui, 25 ans après le génocide, comme une success story en termes de stabilité, de développement et de croissance et un modèle africain en matière de bonne gouvernance, de politique sociale et de protection de l'environnement. Dans une allocution prononcée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, il a remercié dans un premier temps le président Kagame pour son invitation. Le chef de l'État a poursuivi dans son discours en soulignant que le Rwanda se présente aujourd'hui, 25 ans après le génocide, un pays stable et un modèle africain en matière de gouvernance. Écoutons le président de la République. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, c'est un énorme privilège pour moi de prendre part à la commémoration du 25e anniversaire du génocide au Rwanda. Je tiens à remercier mon frère, le président Paul Kagame, de nous avoir fait l'honneur de nous inviter à cette cérémonie de souvenirs et de mémoire
de l'une des pages les plus sombres de l'histoire de ce beau pays. Le peuple rwandais a payé le prix fort en raison de la folie meurtrière des personnes malfaisantes, uniquement motivées par l'esprit de destruction et de meurtre. En 1994, plus d'1 million de personnes innocentes ont été sauvagement assassinées avec la complicité des pouvoirs publics de l'époque et d'entités externes. En 3 mois, un massacre innommable s'est déroulé au vu et au su de la communauté internationale. Le pays a été complètement écartelé et le tissu social disloqué. Cette tragédie sans précédent sur notre continent doit nous rappeler constamment que l'inaction et l'indécision face à des crises de cette ampleur conduisent irrémédiablement à une tragédie sans précédent. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'on apprend toujours des erreurs du passé pour peu que l'on daigne consacrer un peu de notre temps à la réflexion et la méditation sur les événements passés. Certes, il appartient aux générations présentes et à venir de faire cet effort mémoriel. Cependant, nous restons convaincus qu'il ne s'agit pas de ressasser un passé douloureux pour entretenir des sentiments de revanche ou de vendetta. Le Rwanda et son peuple ont démontré tout à fait le contraire. En 25 ans, le pays a bâti une solide image de concorde nationale et de cohésion sociale sous le leadership éclairé du président Paul Kagame. En effet, le processus de justice et de vérité et de réconciliation a permis de jeter les bases d'une société tolérante et orientée vers le progrès. Quel chemin parcouru par ce pays frère en un peu plus de 2 décennies. Par ailleurs, le président de la République a salué les énormes progrès réalisés par le Rwanda après le génocide, notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, qui en ont fait un modèle pour l'Afrique. Le président de la République a exprimé sa solidarité avec les dirigeants, le gouvernement et le peuple rwandais. Réécoutons le chef de l'État. Le Rwanda est cité un exemple de bonne gouvernance, de champion des technologies de l'information et de la communication en Afrique, et des pays émergents aux perspectives très prometteuses. Qui aurait imaginé cela au lendemain d'un génocide terriblement dévastateur? Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes venus à Kigali aujourd'hui pour exprimer notre solidarité et notre sympathie au peuple rwandais, son gouvernement et son président, notre frère Paul Kagame. Vous nous remplissez de fierté et d'empathie, tant les épreuves que vous avez eues à subir ont été surhumaines. En Afrique, notre cher continent, nous sommes tenus de continuer à promouvoir l'architecture de paix, à consolider les processus de stabilisation des pays en crise et de poursuivre le travail remarquable abattu par toutes les instances et les mécanismes déployés par l'Union africaine. Nous sommes, dans bon nombre de pays africains et de régions, en plein processus de transformation et de changement de paradigme dans le sens d'une plus grande sécurité pour nos peuples et d'une prospérité partagée. C'est la condition sine qua non pour éviter la répétition du drame qu'a vécu le Rwanda ailleurs sur notre continent. J'aimerais saisir l'opportunité qui m'est offerte à cette cérémonie pour avoir une pensée à toutes les familles des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda et leur dire combien
nous compatissons avec elle au cours de ces brefs instants de souvenir et de mémoire. Pareillement, je ne pourrais pas saluer tous les soldats de la paix, hommes, ne pas saluer tous les soldats de la paix, hommes et femmes en uniforme, qui, sous la bannière des Nations Unies et de l'Union africaine, font sacrifice de leur vie pour préserver la paix et la sécurité sur notre continent à travers le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, je terminerai mon allocution en réaffirmant notre solidarité agissante avec le peuple rwandais qui continue à nous émerveiller par son dynamisme et sa volonté remarquable de faire de ces passés douloureux un tremplin vers un avenir radieux et prospère. Je vous remercie de votre attention. Et le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, dans une interview, a retracé les principaux événements qui ont marqué cette journée et est revenu sur les relations djibouto-rwandaises. On l'écoute. Après sa participation au Forum économique mondial à Amman en Jordanie, le président de la République s'est déplacé sur Kigali pour participer à la commémoration du 25e anniversaire du génocide des Tutsis. C'est un événement important de souvenir et de mémoire qui a regroupé de nombreux chefs d'État africains, mais les gens sont venus de très loin également. Il y avait la gouverneure du Canada qui était présente et d'autres personnalités comme M. Juncker, le Premier ministre belge, etc. Et c'était l'occasion de rappeler que le passé, si douloureux soit-il, ne peut pas hypothéquer l'avenir d'un pays. Et au contraire, le Rwanda a démontré que grâce à la volonté de ce peuple résilient, le Rwanda a réussi à relever la tête et surtout à faire des progrès notables dans beaucoup de secteurs. Le président de la République, dans son allocution, il a voulu exprimer la solidarité du peuple djiboutien à l'endroit du peuple rwandais. Il a également rappelé que sur le continent africain, l'épreuve que le Rwanda a subie ne devait plus se répéter. Il a également salué les efforts qui sont déployés par les forces des Nations Unies, les forces de la paix de l'Union africaine, et qui jour et nuit font le sacrifice le plus fort, qui est celui de leur vie, pour que la paix et la sécurité puissent prévaloir sur le continent africain. Le président Kagame a vraiment eu à prononcer un discours très émouvant, où il a rappelé que c'est grâce à la volonté de pardonner des survivants, de la part des survivants, que cette réconciliation et cette concorde nationale a pu être retrouvée. Mais il a également, je dirais, attiré l'attention de l'audience qu'un génocide se préparait. Ce n'est pas quelque chose qui intervenait en raison de conjectures ou d'un événement ponctuel. Et donc, il a rappelé que cela a été prémédité et même préparé pendant des années. Et donc, voici tous les ingrédients qui, a-t-il dit, conduisent à cette folie meurtrière que le Rwanda a subie en 1994. Donc il est très important de pouvoir tirer les enseignements de ce type d'épreuves que le peuple rwandais a traversé. Et pour le continent africain qui aujourd'hui vit une situation de transformation, je crois qu'il est important que les bases et les fondamentaux de la paix soient consolidés. Et je crois que l'Union africaine s'active beaucoup à atteindre ces objectifs et c'était l'occasion aujourd'hui de rappeler un peu tous ces fondamentaux. Et à l'instar de Djibouti, la République du Rwanda est également donc réputée pour ses facilités d'investissement pour les entrepreneurs nationaux et internationaux. En marge de la cérémonie de commémoration du 25e anniversaire du génocide rwandais, notre équipe de reporters à Kigali a rencontré des entrepreneurs djiboutiens qui y sont installés avec leurs familles. Certains d'entre eux vivent et travaillent dans ce beau pays depuis déjà plusieurs années. M'installer à Rwanda, ça fait 6 mois. J'ai commencé à investir, j'ai acheté des maisons, je suis en train de construire et je suis là depuis quelques mois et je trouve ce pays formidable. Et on veut avoir nos compatriotes à Djibouti pour qu'ils puissent venir ici et partager avec nous le climat et la vie agréable de ce pays. La commémoration du 25e anniversaire aujourd'hui, on est en train de partager avec eux la douleur et la peine qu'a vécu ce pays avec le génocide.
Je suis venu à Kigali en 2014 en conférence internationale et là j'ai vu les avantages que le Rwanda offrait pour les investisseurs. Donc je suis installé ici en tant qu'investisseur. Avant, j'étais aux Émirats Arabes Unis à Dubaï depuis 2006. Et là, quand j'ai vu les avantages qu'il y avait ici dans ce pays et les opportunités qu'il y a, à côté de cela, il y a le climat, il y a l'environnement, il y a toutes les conditions réunies pour que quelqu'un puisse investir dans ce pays. Mon expérience depuis 15 ans, je suis dans la fabrication de produits dérivés de pétrole, comme les huiles à moteur et tout ça. Donc je suis venu ici, j'ai vu qu'il y avait une demande et que cette industrie n'était pas très développée. Donc je me suis installé définitivement avec la famille. J'ai déplacé ma famille de Dubaï pour venir ici. Et là, en tant que diaspora, on est là pour vraiment raffermir les relations entre le Rwanda et Djibouti, parce que on n'est pas vraiment nombreux. En tant que Djiboutien, la diaspora ici, on n'est que très peu. Autre réaction, celle cette fois du chef de police des Nations Unies au Congo, qui est également un Djiboutien résident au Rwanda. Je commande les casques bleus au Congo, particulièrement la police des Nations Unies au Congo. Et j'ai été invité ici aussi dans le cadre de la commémoration du 25e anniversaire du génocide ici au Rwanda. Au Congo, je commande, comme je vous ai dit, la police des Nations Unies. C'est depuis 3 ans. Avant de venir travailler au Congo, j'ai commandé au Mali et j'ai commandé en Côte d'Ivoire. Donc ça fait 11 ans que je suis aux Nations Unies où je commande les casques bleus en général. Et notre travail consiste essentiellement au Congo par la mise en œuvre du mandat du Conseil de sécurité, qui est essentiellement sur 2 axes: la protection des civils et la restauration de l'autorité de l'État, l'appui à l'État de droit. Donc c'est 2 choses importantes du mandat du Conseil de sécurité que nous essayons de mettre en œuvre, en partenariat bien entendu avec les Congolais, avec particulièrement la police nationale congolaise. Donc aujourd'hui vous êtes à Kigali aux côtés du chef de l'État pour prendre part à la cérémonie. Alors d'abord c'est un plaisir et un honneur de venir ici participer à la commémoration et d'avoir le président ici en plus. Donc je pense que c'est une fierté pour nous tous en tant que Djiboutiens, et moi particulièrement parce que je porte l'uniforme et on va participer aux côtés du président aujourd'hui, représenter Djibouti, mais moi particulièrement la MONUSCO, et participer à ces commémorations. Et je vous emmène au Qatar cette fois, où la 140e Assemblée de l'Union interparlementaire a démarré ses travaux samedi soir à Doha, avec la participation des présidents de 80 parlements à travers le monde et plus de 2270 parlementaires issus de 162 pays dans Djibouti. La République de Djibouti est représentée à cet événement par une délégation conduite par Mohamed Ali Hamad, président de l'Assemblée nationale. Les travaux de cette Assemblée, qui enregistrent selon les organisateurs un nombre sans précédent de participants, dont 30 femmes et 13 jeunes, donc, sont axés sur le thème des parlements, vecteurs de renforcement de l'éducation pour la paix, la sécurité de l'État et de droit. À ce propos, le président de l'hémicycle a mis l'accent dans son discours d'ouverture sur l'importance de la diplomatie parlementaire et son rôle dans le renforcement du dialogue pour un règlement pacifique des conflits. Des récents sommets qui s'est tenu à Tunis, il est de notre devoir de réaffirmer notre position inébranlable sur la juste lutte du peuple palestinien et de ses droits légitimes, ainsi que notre rejet catégorique des pratiques israéliennes unilatérales visant à changer les faits sur le terrain et à saper la solution prévoyant 2 États. C'est pourquoi j'encourage tous les parlementaires ici présents à consolider davantage les relations de travail, à tisser des liens à travers les organisations régionales et internationales, sans oublier la collaboration des pouvoirs législatifs et exécutifs, dont la promotion des principes supracités est une condition sine qua non afin que le peuple, garant de la paix et de la sécurité, puisse s'épanouir dans un état de droit certain. Nous devons, d'une même et seule voix, brandir notre humanité à travers les sceaux de la diplomatie parlementaire et condamner avec la plus grande fermeté les auteurs de ces ignominies. La 140e Assemblée de l'Union interparlementaire est axée sur plusieurs questions, particulièrement la paix et la sécurité internationale, le renforcement du respect du droit international,
humanitaire, le rôle du commerce équitable et libre et de l'investissement donc dans la réalisation couverture santé universelle lancée par l'OMS. La célébration de cette journée constitue une opportunité pour chacun des pays membres de faire le point sur les progressions et l'évolution de leur système de santé. À cet effet, le ministre de la Santé, Dr Jamal Mouaki, a offert un dîner de gala au Sheraton aux personnes de santé, au personnel de santé, toutes catégories confondues, en vue de fêter ensemble cet événement anniversaire pour la famille de la santé. Travail à faire pour réaliser cette vision. Aujourd'hui, la moitié de la population mondiale n'a pas accès aux services de santé essentiels. Des millions de femmes accouchent sans l'aide d'un personnel qualifié. Des millions d'enfants ne bénéficient pas de vaccins contre les maladies mortelles. Et des millions d'autres souffrent et meurent faute de pouvoir recevoir un traitement contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et bien d'autres maladies transmissibles et non transmissibles. C'était l'appel à la prière. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous étions donc à cette célébration de la journée mondiale de la santé où le ministre de la Santé a convié, a offert un dîner de gala au Sheraton à tout le personnel du ministère de la Santé dans une ambiance festive et fraternelle. Le point d'orgue de la soirée est atteint au moment des remises de récompenses pour le personnel de la santé primé par leur père, qu'ils soient médecins, infirmiers, brancardiers ou même techniciens de surface. Tous les nominés donc ont été choisis pour leur dévouement ardu et leur professionnalisme avéré dans leurs fonctions respectives. Le ministre de la Santé a rappelé que son département est à pied d'œuvre pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle depuis le lancement de l'AMU en 2015 par le président de la République. Le ministre a dans la foulée félicité les personnels de la santé qui ont été promus par leur père et récompensés au cours de cette soirée. Nous l'écoutons. Être que fier. Et je suis vraiment fier d'être ici aujourd'hui, profiter de cette soirée avec vous, manger avec vous, partager avec vous, mais aussi essayer de distinguer des personnes de mérite, même si vous êtes tous des personnes de mérite, mais des personnes avec beaucoup d'expérience, qui ont servi ce département depuis des années et qui sont jusqu'à aujourd'hui là. Certains sont partis, on a voulu les appeler, puisque l'année dernière, quelques-uns ont été partis en retraite. D'autres sont là, d'autres malgré leur état physique qui a diminué, c'est-à-dire qui ont des problèmes, que ce soit de dialyse, que ce soit des AVC, qui sont là encore et font leur travail. Cela, c'est ce qui représente le département de la santé. J'ai une pensée particulière à certains d'entre vous, et vous le savez, qui sont malades, mais en même temps, en étant malades, qui sont à leur bureau, qui essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes et qui travaillent au sein de la santé. Lorsque vous allez voir la liste, vous-même vous le connaîtrez. Donc, je voudrais vous remercier. Je voudrais aussi vous dire qu'aujourd'hui, c'est votre journée. Autre nouvelle, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire accrédité donc à Djibouti de la République fédérale d'Éthiopie. Abdelaziz Mohamed Ibrahim était également présent à cette réunion, le secrétaire général du ministère, Saïd Nouhassan, ainsi que le deuxième secrétaire de l'ambassade chargé des Transports, Tadessi Daniel Mohamed. Cette visite de l'ambassadeur intervient dans le cadre de sa tournée de visite de travail auprès des différents ministères sectorielle de la République du Djibouti. Les discussions ont porté sur la coopération entre les deux pays frères et plus précisément dans le secteur du transport routier, ferroviaire et aérien. Mohamed Abdelkader Moussa a assuré l'ambassadeur du soutien constant de la République de Djibouti à la République sœur d'Éthiopie et c'est dans tous les domaines de coopération. Sous le haut patronage du chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne à Djibouti, Ibrahim Ben Ishaq Al-Ureni, l'Institut islamique de Djibouti a organisé hier soir une cérémonie dédiée à la clôture des activités de l'année scolaire 2018-2019.
et à la remise de diplôme de la 33e promotion, donc avec 75 étudiants. Ont été également récompensés les enseignants pour lesquels l'année scolaire s'est achevée et le lauréat des compétitions culturelles et sportives. Cette soirée s'est déroulée en présence du directeur de l'Institut, des responsables de l'ambassade saoudienne à Djibouti. Ont également participé à cette célébration le directeur du département de l'enseignement privé du ministère de l'Éducation nationale, Abdoulaye Mohamed Chama, et des dizaines d'étudiants. L'événement organisé chaque année par l'Institut islamique a été agrémenté d'activités artistiques riches en chant et en danse folklorique, ainsi que des passages littéraires ayant suscité l'admiration des participants. Au cours de la soirée, les enseignants et les employés qui ont achevé donc leur travail dans le domaine islamique ont été honorés, de même que le lauréat des compétitions culturelles et sportives organisées par l'administration de l'Institut islamique du Djibouti durant l'année scolaire. Les différentes institutions saoudiennes à Djibouti, ainsi que le chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne, donc ont été récompensés pour leur parrainage et le suivi constant des activités et programmes de l'Institut islamique. Il convient de noter que l'Institut islamique de Djibouti, créé en 1981, compte actuellement environ 480 élèves au niveau préparatoire et secondaire. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. En Libye, l'escalade de la violence telle que l'on redoute désormais une véritable guerre civile depuis l'offensive du maréchal Khalifa Haftar contre la capitale Tripoli. Jeudi, de violents combats font rage. Il oppose donc les forces d'Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a été à ses rivaux du gouvernement d'union nationale. La mission de l'ONU sur place avait lancé un appel urgent à une trêve de 2 heures dans la banlieue sud de Tripoli pour permettre l'évacuation des blessés et des civils, mais cette trêve n'a pas eu lieu. Au moins 21 personnes ont été tuées et 27 autres blessées depuis jeudi, selon un premier bilan du ministère de la Santé du gouvernement d'union nationale. L'armée américaine a annoncé hier le retrait provisoire de ses militaires dans le pays à cause des combats. Ces violences interviennent avant une conférence nationale sous l'égide de l'ONU prévue mi-avril et censée dresser une feuille de route avant la tenue d'élections. Au Brésil, des milliers de sympathisants de l'ancien président brésilien sont venus demander sa libération hier devant la prison où il est incarcéré depuis 1 an dans le sud du pays. Chef de l'État, depuis de 2003 à 2011, Luiz Inácio Lula da Silva purge une peine de 12 ans pour corruption et blanchiment d'argent. L'ex-leader du Parti des travailleurs clame son innocence et dénonce un complot politique visant à l'empêcher de se représenter à l'élection présidentielle. Sur la place de Copacabana, à Rio de Janeiro, des manifestants anti-corruption ont quant à eux encouragé la poursuite de l'incarcération de l'ancien président tombé dans le cadre de l'opération Carwash. Selon l'Institut Atlas Politico, 57,9% des électeurs brésiliens sont favorables à ce que Lula reste en prison. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un agréable après-midi sur Télé Djibouti.